Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur ETélé ce dimanche et surtout sur l'émission L'Entretien. L'entretien de ce dimanche s'intéresse à notre domaine. Il s'agit bel et bien de la presse. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, pour parler de liberté de presse et responsabilité, cas de Soleil FM. Et pour en parler, nous avons un des nôtres, pionnier donc de la presse au Bénin, qu'on ne présente plus en tout cas, monsieur Marie-Richard Maïndé, bonjour. Bonjour cher confrère. Merci de répondre à notre invitation. C'est avec vous que nous allons nous entretenir ce matin au sujet de la liberté de presse et de la responsabilité. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Très bien. Alors, monsieur Marie-Richard Maïndé est un journaliste rompu à la tâche, qu'on ne présente plus. Il a fait ses preuves un peu partout, et surtout dans la presse écrite. Il était de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ancien membre de la HAC, 5e mandature. Il était en tout cas, l'ancien président de la commission carte de presse, éthique et déontologie, CCPED, donc de la HAC. Il a été un des pionniers, l'ancien président donc de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Monsieur Richard Maïndé, merci d'être avec nous. Dites-nous, monsieur Maïndé, comment se porte aujourd'hui la presse béninoise selon vous? Vous êtes d'ailleurs l'un des pionniers de cette presse béninoise. Dites-nous, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Je pense que pionnier, c'est trop dit. Parce que avant que je n'arrive dans cette profession, ouais, il y a d'autres qui faisaient bien le travail. Je pense notamment au doyen Souli Siaka, que tu connais bien, à notre doyen Jérôme Carlos, exactement, Jean-Luc Akplogan, ils sont nombreux qui étaient avant que je n'arrive et qui continuent d'ailleurs d'exercer la profession, ce qui est une bonne chose. Pour ce qui est de l'état de notre presse aujourd'hui, je dirais que, bon, elle est ce qu'elle est, avec ses insuffisances, puisque les mots dont elle souffre sont toujours là. Et depuis des années, c'est le même refrain, manque de professionnalisme, difficultés économiques, pas mal de choses. Certes, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut avouer que la presse béninoise d'aujourd'hui n'est pas la presse d'il y a 15-20 ans. Oui, le paysage médiatique a pris de l'ampleur, au point où aujourd'hui, nous avons beaucoup d'organes. Bien sûr. Aussi bien audiovisuels que dans la presse écrite. Donc, je trouve que c'est normal que ça évolue de cette façon et qu'on continue de traîner plus ou moins les mêmes problèmes. Oui, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur Marie-Richard Maïndé, l'éthique et la déontologie est-elle véritablement de mise aujourd'hui? Vous l'avez effleuré, mais de façon beaucoup plus précise, tout en nous donnant quelques exemples, puisqu'ils sont nombreux, ces collègues, à nous suivre et à vous suivre, parce qu'il s'agit bel et bien de monsieur Marie-Richard Maïndé, un ancien conseiller de la HAC. Oui, c'est vrai. Et souvent, je préfère mettre l'accent sur la déontologie. Parce que au moment où nous avions lancé, notre premier code de déontologie, si vous vous rappelez bien, nous avions mis le code d'éthique et de déontologie. Alors que dans la réalité, il y a des règles de déontologie. Il n'y a pas de règles d'éthique. L'éthique est liée à plusieurs autres facteurs. Lesquels, par exemple? L'éducation que chacun de nous a reçue dans son enfance, comment la société aussi l'a élevé, pas seulement dans sa famille, mais comment il a évolué dans la société. Si dans une société, vous avez quelqu'un qui a toujours été récalcitrant à la maison, récalcitrant à l'école, voleur, indiscipliné, c'est tout à fait normal que même grand, il puisse continuer à traîner un peu de ces comportements-là. Ça, c'est l'éthique, ça. C'est l'éthique. Par contre, la déontologie, c'est des règles fixes. Aujourd'hui, par rapport à notre code, c'est bien précisé, code de déontologie de la presse écrite.
il y a des articles. L'article premier dit le journaliste écrit uniquement les informations non vérifiées et dont il est sûr, c'est ça. Donc, de plus en plus, nous allons parler de code de déontologie de la presse béninoise. Et là, dès qu'on est d'accord que dès que vous violez l'une de ces dispositions, c'est que vous êtes passé à côté et que vous n'êtes plus vraiment sur le chemin indiqué. Donc voilà la différence. Il faut souvent faire une différence entre l'éthique et la déontologie. Ce que beaucoup ne font pas très souvent. Oui, parce que parfois c'est intimement lié. Vous prenez par exemple les magistrats. Il est difficile de voir un magistrat acheter du baillet et s'asseoir au bord d'une voie en train de manger. C'est une question d'éthique chez eux. Non, non, non. Le magistrat ne le fait pas. Oui. Par contre, ce n'est écrit nulle part que c'est comme ça qu'il doit se comporter. Oui, il y a des choses qui ne sont pas acceptables par la société, mais qui ne sont pas non plus formellement écrites quelque part. Ces questions sont d'ordre éthique. Alors que la déontologie, c'est bien écrit. Le journaliste, pour faire correctement son travail, doit respecter telle règle déontologique, par exemple, interdit aux journalistes de publier des photos des enfants. Des enfants, moins de 18 ans, nus, ou un enfant, une fillette violée, par exemple. Déontologiquement, un confrère ne doit pas relayer cette information, vous êtes d'accord? C'est déontologique. Mais par contre, c'est fréquent de voir ça. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, voilà, donc c'est un journaliste, on n'a même pas besoin de lui dire ça là, ne le fait pas. Parce qu'il est face à sa conscience. Il se demande qu'est-ce que ça peut apporter au public. En bien, ça n'apporte rien, en bien au public. Donc voilà, le journaliste doit faire cette démarcation entre les questions éthiques et celles déontologiques. Alors, ces dérapages qu'on a constatés ou bien qu'on constate de nos jours, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une formation digne de ceux? Non, la plupart de ceux-là, de ces journalistes qui commettent ces erreurs, ont été certainement formés sur l'État. Il y a une question de formation qui se pose là. Non, je pense que ça là, c'est un argument peut-être pour couvrir nos insuffisances. Parce que, voyez-vous, quand vous prenez notre code de déontologie, la dernière phrase de notre code de déontologie dit quoi? Que le journaliste s'oblige, je crois exactement c'est ce que ça dit à peu près, s'oblige à connaître la législation en rigueur en matière de presse dans son pays. S'oblige. Ça veut dire que si vous voulez être journaliste, si vous voulez évoluer dans cette profession, le minimum là, c'est de prendre tous les textes de loi qui concernent cette profession-là. Le minimum. À commencer par le code de déontologie. C'est ça la réalité. Est-ce que nous le faisons? Je ne suis pas sûr. Nous sommes combien aujourd'hui à lire au moins de temps en temps le code de déontologie? Nous sommes combien à lire la loi 2015, pourtant code de l'information et de la communication? Nous sommes combien à lire le code sur le numérique? Très peu. Et je pense que la plupart de nos problèmes proviennent de là. C'est cela. Oui, sans connaître les textes qui réglementent une profession, on ne peut pas évoluer correctement dans cette profession-là. C'est le minimum. Et c'est propre à toutes les professions. Voilà la réalité. Nous avons des journalistes aujourd'hui qui ne lisent plus. On ne lit rien. On pense que c'est l'information dans la rue, ou bien c'est les rumeurs. C'est dangereux. On va en parler au cours de l'émission, puisque ça a dégénéré sur, ça a débouché, je dirais, sur des condamnations, des interpellations. Quand nous observons le rapport présenté par Reporters sans frontières, nous avons constaté aujourd'hui que le Bénin a reculé d'au moins 12 places. Et dans le même temps, certaines structures ont
en tout cas revendiqué ce recul. Alors, quelle interprétation faites-vous par rapport à ça? Ce recul de 12 places, le 84e, on s'est retrouvé, le Bénin s'est retrouvé à la 96e place. Je pense que Reporters sans frontières est dans son rôle. Et partout où on parle de condamnation, vous verrez Reporters sans frontières dire « Ah, c'est un recul ». Mais la réalité, est-ce que Reporters sans frontières s'intéresse réellement à la manière dont nous exerçons le métier, les indicateurs propres? C'est tout à fait normal. Moi, je vois Reporters sans frontières comme un syndicat qui est là pour défendre les journalistes. Et dès qu'il y a condamnation, on crie. Voilà. Vous savez, je vais vous donner peut-être quelques exemples que moi j'ai vécu quand j'étais à la HAC. Il y a des plaintes qui vous parviennent. Et quand vous les lisez, vous vous dites que ces confrères-là sont foutus à jamais. J'en ai reçu une 50aine. Ah oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que je me trouve face à une situation du genre, qu'est-ce que je fais? Sans informer même le président de la HAC. Je fais l'option d'aller voir le plaignant et de solliciter sa clémence. D'abord, cette démarche que vous entreprenez, d'abord, je prends l'avis du journaliste concerné. Je dis, mon frère, est-ce que tu as les preuves, cher confrère? Tu as les preuves de ce que tu as écrit. Parce que tel que c'est écrit dans la plainte, tu vas au tribunal, tu es foutu. S'en sortir. Et pour la plupart des cas, les confrères sont d'accord. Les confrères sont d'accord. Il m'est arrivé une fois, sans que le président ne le sache, de débarquer avec les membres de ma commission, tous les membres, et d'aller dans un ministère, paix à son âme, il est déjà décédé aujourd'hui, Marcel de Souza. Très bien. Nous nous sommes mis à genoux. Ah oui? Oui, le confrère le sait. Nous nous sommes mis à genoux pour lui demander pardon. Ah oui? Et dans ce même dossier, j'ai dû moi-même en tant que conseiller écrire la note de la rédaction. La note d'excuse de la rédaction. Et j'ai dit, publiez-moi ça, point par point. Pendant toute une semaine, je peux donner beaucoup d'exemples. Et qu'est-ce que vous recherchez en faisant ça? Oui, parce que... Est-ce que vous humiliez? Parce que, oui, il le faut. Parce que le plus important pour moi, c'est que le confrère reconnaisse qu'il a évolué totalement en marge des règles déontologiques et de la législation en vigueur. Quand on parle d'information, c'est quoi? L'information, c'est toute une procédure, c'est la collecte, mais le plus important, c'est le traitement et la confrontation au moins des idées. Absolument. Quand vous ne respectez pas ces règles-là, vous êtes à côté. C'est ça. Et une autre fois, je me suis retrouvé face au président Adrien Oumoudi aussi. Ah oui. Aller demander. Ils sont nombreux, je vais vous donner pas mal de cas. Et c'est autant de choses qui m'amènent à dire que nous passons de plus en plus notre temps à relayer des rumeurs, au lieu de faire passer de l'information. Alors que la réalité, c'est que nous avons un pacte avec les populations pour leur donner l'information. Et la vraie? La vraie. Le pauvre paysan qui est dans sa ferme, qui prend sa radio et qui attend une information, pour lui c'est vrai. Il se dit qu'il a appris ça à la radio. Qu'elle soit vraie ou fausse, le paysan a entendu ça. Quel que soit ce que vous ferez après, pour expliquer que non, ce n'est pas une information vérifiée, lui, c'est la première information qu'il reçoit. Il reste dans sa tête. D'où la nécessité pour nous de faire très, très attention. Les gens ont l'impression que c'est une profession facile, une profession banale, où il suffit de balancer des informations, d'écrire quelque chose, ou d'aller au micro pour parler. Non, c'est compliqué.
C'est ça, au fait, le journalisme. Alors, aujourd'hui, votre organe, c'est-à-dire la structure que vous aviez dirigée, que vous avez vous échiné à mettre en place, je veux parler de l'ODEM, c'est qu'il y a quelques semaines, a condamné 5 organes pour diffamation, plagiat, etc. Est-ce que ça répond exactement, ce qui se fait aujourd'hui à l'ODEM, par exemple, répond à vos aspirations, à l'impôt, c'est-à-dire tout ce qui vous a animé, l'ambition que vous aviez en mettant en place cette structure? Oui, il faut être direct. Moi, je suis solidaire de toutes les décisions de l'ODEM. Et si vous prenez, que ce soit mes prédécesseurs à la tête de cette structure, ou ceux qui sont venus après moi, ils vous diront la même chose. Il y a l'une des dispositions de notre code de déontologie qui dit que tous les journalistes doivent se plier aux décisions de l'ODEM. C'est ça. L'ODEM, c'est notre tribunal. C'est le tribunal des pairs. Et en fond, certains disent que c'est notre lègue-bas. Personne ne peut uriner sur son lègue-bas. Jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Par conséquent, il n'y a pas de raison que je ne sois pas d'accord avec les décisions de l'ODEM. Il y a que, de temps en temps, nous échangeons aussi avec les membres de l'ODEM. Nous échangeons parce que il faut être regardant par rapport à ce qui se fait là-bas aussi. Le jour où l'ODEM perdra sa crédibilité, c'est chacun de nous qui doit s'interroger. Nous devons tous nous interroger. Parce que l'ODEM, ce n'est pas que la chose des anciens, ce n'est pas que la chose d'un groupe, mais c'est la chose de tout le monde. Et si vous prenez le premier document qui a consacré l'ODEM, vous verrez la signature de tous les journalistes de l'époque. Tous! Journalistes, patrons de presse, tout le monde a signé la de naissance de l'ODEM. Il n'y a pas un autre document qui remplace l'ODEM. Par conséquent, je suis totalement solidaire des décisions de l'ODEM. Et si j'ai un message à adresser aux confrères, c'est de respecter la structure. Il est vrai qu'avec le temps, l'ODEM d'il y a 20 ans n'est pas l'ODEM d'aujourd'hui. Il y a moins d'organes de presse il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous savez, ce qu'on a comme arsenal et comme espace médiatique, la tâche n'est pas aussi facile que ça. C'est des gens qui sont au bénévolat, ils ne sont pas payés. Les tests disent que ce sont les associations fêtières, c'est-à-dire les professionnels des médias et les patrons de presse, qui doivent financer le fonctionnement de l'ODEM. Est-ce que c'est fait? Vous n'avez jamais cotisé 5 francs pour le fonctionnement de l'ODEM? Je ne crois pas. Moi non plus. Je ne vous accuse pas pour ça. Mais c'est que nous n'avons pas joué notre rôle. Et maintenant, nous voulons nous ériger en juge pour savoir si l'ODEM fait bien ou mal son travail. Faisons d'abord le nôtre vis-à-vis de l'ODEM. Et là, nous aurons la latitude de les juger, de voir s'ils font bien ou mal. Et par rapport aux décisions dont vous parlez, j'ai dit que je suis en phase avec ces décisions. Parce que nous devons avoir de la mémoire. Il fut un temps où l'ODEM avait condamné un confrère pour plagiat. Et il se fait que ce confrère avait postulé à un concours sur le plan international, avait gagné le prix reporter CFI ou quelque chose. Oh, dans les faits, après les enquêtes, on a compris que ce n'était pas son article, que c'est l'article d'un autre confrère qui est allé sur un terrain de guerre, un pays en guerre, qui a fait un véritable travail d'investigation. D'accord. Et ce dossier a fait une très mauvaise publicité pour notre pays. Au point où, que ce soit l'ODEM, que ce soit les associations fêtières, tous, nous avons décidé que ce confrère-là soit sanctionné. Et que pour le moment, on le mette à l'écart, quitte nos rangs. C'est ça, les conséquences de ces actes-là. Quand on ne veut pas être professionnel, c'est comme ça que ça se passe.
Donc le DEM a raison de condamner. Très bien. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du CFI. Nous en venons au cas d'un confrère qui a été interpellé. Il s'agit de Ignacio Soso par rapport à l'interprétation du contexte dans lequel le procureur de la République a donné c'est-à-dire a planché lors du lancement d'un projet. Qu'en dites-vous, monsieur le conseiller? Oui, j'ai suivi un peu ce dossier-là sur les réseaux sociaux où il y a eu des positions divergentes. J'ai dit non, il y a des dossiers qui sont sensibles. On ne peut pas les aborder comme on va à un reportage, on va à une simple couverture d'un ministre, une activité d'un ministère où on dit tel a parlé, un discours. Non, ce n'est pas la même chose. Surtout quand il s'agit de procureur de la République. Oui, un procureur de la République, les mots sont pesés. Un procureur de la République, dans son langage, c'est codé. Et si vous n'avez pas de notions juridiques, vous allez faire de la littérature plate et passer à côté. Je ne souhaite pas que ce confrère ait des ennuis, mais c'est une expérience pour lui. Et il faut que ce soit une expérience pour nous autres aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Nous pouvons nous retrouver dans la même situation que lui. Alors, dans ce cas, il faut être prudent. Il faut être prudent. Ce n'est pas toute information qu'on livre. Et ce n'est pas toute information qu'on analyse. Vous pouvez analyser et passer à côté. Très bien. Voilà ce que je... Merci, conseiller Marie-Richard Maïndé. Je rappelle que vous étiez conseiller à l'ARAC. Nous allons en venir au cas de Soleil FM. Soleil FM, depuis le 22 décembre dernier, a été, en tout cas, suspendu, interrompu. Alors, qu'est-ce qu'on reproche véritablement à Soleil FM? Vous êtes resté à l'ARAC, vous y avez travaillé, vous avez évoqué quelques exploits que vous avez réalisés. Dites-nous concrètement, que reproche-t-on à Soleil FM? Je suis venu dans une rédaction et je pense que normalement c'est vous qui deviez me dire ce qu'on reproche à Soleil FM. Vous voyez, votre question m'oblige à encore revenir un peu en arrière. Très bien. C'est vrai que Soleil FM a été fermé. Depuis le 22, vous avez dit. Soleil FM a été fermé. Mais combien de journalistes béninois sont allés à la HAC faire un travail d'investigation, interroger le président de la HAC, interroger nos confrères qui sont là pour savoir les raisons pour lesquelles Soleil FM a été fermé. Est-ce que ce n'est pas notre travail en tant que journaliste? Quand vous lisez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au niveau même des radios, est-ce que vous avez entendu un seul journaliste dire « j'ai été là-bas faire ce travail-là » ? Pourquoi nous sommes là? Est-ce que ce n'est pas pour faire ce travail-là? J'ai horreur d'une chose. Vous savez, des événements qui se produisent au Bénin, c'est sur RFI qu'on les apprend. Celui qui est censé être à 1000 lieues d'ici, c'est lui qui nous informe. C'est professionnel, ça. C'est ça. Donc, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on reproche à Soleil FM. Malheureusement, je suis plus à la HAC aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu vous dire peut-être un mot. Mais je pense que il revient aux journalistes béninois de nous dire ce que la HAC reproche à la radio Soleil FM. Malheureusement, aucun d'eux n'est en mesure de le dire. C'est dommage. Mais Soleil FM, on aurait appris que la convention que le Soleil FM est arrivée à expiration et qu'il faudra renouveler la convention, ce qui n'est pas fait. Et pourtant, les responsables de Soleil FM ont anticipé, déjà ont pris des dispositions pour que cette convention soit renouvelée à temps. Oui, c'est ce que nous avons entendu par-ci et par-là. Et que la convention est arrivée à terme, c'est vrai. Une convention a une durée. Dès qu'elle arrive à terme, il faut forcément soit la renouveler, soit ne pas la renouveler. Et c'est ça, la réalité. Vous savez, les fréquences appartiennent à l'État. Toutes les fréquences appartiennent à l'État.
Radio, télévision, tout ce qui est en fréquence appartient à l'État. Très bien. C'est pour cela qu'à un moment donné, la HAC, en tout cas pour ce qui est de notre mandature, a suspendu les télévisions et les radios qui n'ont pas de fréquence, à qui la HAC n'a pas donné de fréquence. Nous l'avions fait simplement parce que nous avions commencé par recevoir des plaintes contre ces organes-là. Et quand moi je les interpelle, on me dit, écoute, nous ne sommes pas une station de droit béninois. Ah bon, vous n'êtes pas une station de droit béninois. Mais des Béninois nous ont saisis. Qu'est-ce que nous allons faire? Des Béninois nous ont saisis parce qu'ils se sentent diffamés. Nous sommes là aujourd'hui aussi pour veiller au moins sur leurs intérêts. Absolument. Alors, par conséquent, il vaut mieux faire en sorte que la HAC ne reçoive plus de plaintes de Béninois par rapport à ces stations qui ne se reconnaissent pas comme de droit béninois. C'est aussi simple que ça, c'est une question de bon sens. Maintenant, par rapport à Soleil FM, la convention est arrivée à expiration. D'accord? Ils ont écrit, soit disant qu'ils ont écrit, pour renouveler. Mais dans la pratique, quand une convention arrive à expiration, qu'est-ce qui se passe? On se réunit, on analyse la période où la convention a été signée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Faire une évaluation, on fait une évaluation globale, d'accord, pour savoir quelles sont les nouvelles dispositions à mettre dans une convention, dans la nouvelle convention. Si on veut la renouveler, ou si on ne veut pas la renouveler. Est-ce que la HAC a déjà fait ce travail? Je ne saurais le dire. Parce que moi-même, j'ai été interpellé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau, pour dire, bon, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui. La réponse que je leur ai donnée, je dis, théoriquement, toutes les fréquences appartiennent à l'État. Et dès que le gouvernement les met à la disposition de la HAC, c'est fini. Le gouvernement s'en lave les mains. C'est la HAC qui les gère, qui les attribue. Elle attribue, elle donne, elle peut reprendre à tout moment. C'est ça la réalité. Elle donne, elle peut reprendre à tout moment. Il y a eu un bruit parce que ce tollé-là, parce que c'est une première. C'est une première que la HAC, pour que la HAC ne renouvelle pas automatiquement une fréquence. C'est une première. Mais il faut toujours une situation pour qu'on puisse tirer des expériences, on puisse tirer des leçons. Il y a en 2013 ou en 2014, la HAC 4e mandature, je crois, avait attribué une fréquence à Porto-Novo, à un opérateur économique. Et quelques mois après, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est que c'est une fréquence qui est attribuée et que la HAC a repris en 2014. La fréquence a été attribuée la même année. Et comme 5 à 6 mois après, ça ne fonctionnait pas. La HAC a repris sa fréquence. Le promoteur a écrit, quand nous étions là, a tout dit. Et nous avons envoyé nos équipes techniques vérifier si les installations sont bonnes et répondre. Et le rapport est favorable, positif. Mais nous n'avons pas attribué. Et pourquoi? C'est ça le pouvoir d'une institution. C'est parce que les conseils n'ont pas trouvé que c'est une priorité. La fréquence n'est pas attribuée. Nous avons la HAC a ce pouvoir de donner, mais elle a aussi le pouvoir de ne pas donner. Donc la fréquence là est là, en l'air. Le gouvernement Yahi n'a pas pu nous dire pourquoi vous n'avez pas attribué. Parce qu'il a déjà mis ça à notre disposition. L'actuel régime n'a fait aucune pression non plus pour qu'on attribue, mais la fréquence est là. La HAC, l'actuelle mandature, peut l'attribuer quand elle voudra, puis c'est de ses prérogatives. Une fréquence pour Porto-Novo. Personne. Du moment où le gouvernement a mis la fréquence à la disposition de la HAC, le reste c'est la HAC.
Oui, mais concernant le cas de Soleil FM, oui. Beaucoup ont dit, oui, auraient dit que ce sont en tout cas les prestations, la ligne éditoriale, c'est certainement la ligne éditoriale de Soleil FM qui pose problème parce que tout le temps, d'abord, on avait assisté à un brouillage qui dit pas son nom pendant quelques temps. Après, c'est une fermeture qui était presque prévisible parce que la ligne éditoriale en tout cas générale. Non, fermeture prévisible, je ne le crois pas. Et pourquoi y avait-il ce brouillage qui a duré des semaines durant? Vous voyez, quand j'étais à la HAC, il m'était un peu difficile de parler de brouillage. Mais je n'ai que des amis à Soleil FM, à commencer par le directeur. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les radios qui se trouvent le long de nos frontières, il y a brouillage. Et pourquoi? Parce que la HAC, ça veut dire que la HAC n'a pas... Un jour, oui, je me suis retrouvé à Radio Adjawere. Et entre 11h et 14h, on n'entendait plus rien du tout. Au moins, à ce niveau, ils ont pu identifier d'où provient ce brouillage-là. C'était une radio nigériane qui n'est pas loin de la frontière. Quand vous avez une station radio qui a un équipement plus performant que le vôtre, vous êtes brouillé, c'est facile. J'étais à la tête d'une délégation et nous sommes retrouvés à Djahomey. Il y a une radio là-bas. Bien sûr. Mais la radio était complètement brouillée. Toute la journée, on n'entendait rien. Je suis allé pour une séance de travail. Complètement brouillée. Et par quelle radio? Atlantique FM. J'ai fait un rapport. D'autres collègues conseillers qui sont allés à l'intérieur du pays ont fait les mêmes constats. Et je pense que ce constat est fait même avant nous, notre mandature. Nous avons fait ce constat. D'autres l'avaient fait avant nous. Ceux qui sont là le feront encore. Parce que, regardez, Soleil FM n'est pas loin de la frontière. À un moment donné, j'ai dit à certains des confrères qui étaient proches de moi, je ne sais pas pourquoi, en mettant l'accent sur Soleil FM, vous ne leur rendez aucun service. C'est un problème qu'il faut régler de façon globale. Le long de nos frontières, est-ce que nous allons continuer à attribuer des fréquences? Il y a une télévision qui est à Baïgon, à qui on a attribué une fréquence, mais qui est tout le temps brouillée par TV5. Par TV5? Pourquoi personne ne parle de celui-là? Par TV5? Par TV5. Et le promoteur a écrit plusieurs fois. Vous nous dites de lui changer ça. Ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. À Pointe-Nouveau, radio, il aime de Pouferidi. Oui. Posez-lui la question. Pourquoi on n'arrive pas à capter sa télévision? C'est parce qu'il est constamment brouillé. C'est ça la réalité. Nous avons beaucoup de radios qui sont brouillées aujourd'hui au Bénin. Et la solution, c'est de recenser tout cela. Et de régler le problème de façon. Parce que quand on va régler pour Pierre, Paul gardera toujours les mêmes. Il y a des radios qui sont brouillées avant sur la FM. Ils en ont connaissance. On peut carrément changer de fréquence. Si on trouve que cette fréquence-là pose problème. Mais avant de le faire, il faut encore que le gouvernement identifie, fasse des études techniques et trouve les fréquences disponibles. Donc, le problème de brouillage est un problème global. Et vous connaissez tous Radio Adjahomey, vous connaissez tous Radio Adjawere, vous connaissez tous Ilema, FMO. Non, des noms que je donne. Et il y en a suffisamment aussi au nord. Quand on cherche à avoir en dessous une main, je pense qu'on est loin de la solution. Pour moi, la solution est technique. Et il faut s'y mettre. À un moment donné, on a même accusé la HAC pour dire, bon, c'est la HAC, pourquoi la HAC ne fait rien? Mais aucun confrère n'est venu nous voir pour dire, mais votre cas là, votre cas que vous avez, qu'on a payé à coups de milliards, qui peut régler ce problème-là. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le problème est là aussi. On a un cas là, mais qui ne fonctionne plus depuis des années.
Mais pourquoi ce cas fonctionne? Oui, parce que l'entretien... C'est quand même des millions. L'entretien coûte excessivement cher. Et pourquoi avoir choisi ce type de cas? Oui, parce que c'était ça qui était... Parce que c'était ça qui était à la mode en ce moment. Et il fallait l'avoir pour faire convenablement le travail. Ça qu'on a une panne. Et en préparant nos budgets, depuis 2015, nous prévoyons une disposition pour quand même avoir un peu de moyens et réparer ça. Mais tout le temps, ça a été rejeté. Si bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne sert plus à rien de chercher à réparer ce cas-là. Parce que la technologie évolue. Les ordinateurs que nous avions il y a 10 ans, est-ce que c'est les mêmes ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui? Non, la technologie évolue. Même les postes téléviseurs que nous avions il y a 10 ans, est-ce que ce sont les mêmes postes téléviseurs que nous utilisons aujourd'hui? C'est ça les réalités technologiques. Elles évoluent. Et quand vous ne suivez pas le rythme, vous êtes totalement dépassé. Voilà la réalité. Le problème des brouillages est un problème global. Et je pense qu'il faut une solution globale. Oui, conseiller Maïndé, l'autre question, et ça je me mets dans la peau, en tout cas des Béninois qui commandent de part et d'autre, la prestation, le travail fourni par nos collègues de Soleil FM répond à quel... Est-ce que là, il y a la déontologie, parce qu'il y en a qui disent que non, pas du tout, il n'y a pas la déontologie. Soleil FM, dans sa ligne éditoriale, va de main forte, c'est-à-dire conteste, et on donne des occasions à certaines personnes, à certaines autorités, en tout cas, de dire des choses qu'ils ne devraient pas dire, surtout pour une chaîne de radio qui est très suivie. Vous, en tant qu'homme du métier, et ensuite responsable au haut niveau, vous en étiez à la HAC, quelle appréciation faites-vous de ces commentaires-là? Et dites-nous la vérité. Oui, moi je ne veux pas parler comme l'homme de la rue. Je ne veux pas parler comme un non-sachant. Celui qui ne sait pas comment ça se passe dans ce milieu-là et qui colporte des rumeurs. Je ne suis pas là pour les rumeurs. Une chose est certaine aujourd'hui, Soleil FM n'aimait plus. Parce qu'il est question de revoir peut-être la convention, d'analyser avec les journalistes ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est une démarche normale. Quand vous évoluez, à un moment donné, il faut faire une pause, examiner. Et quand nous étions là pour toutes les conventions qu'on veut renouveler, on appelle les promoteurs même pour dire, vous savez, les journalistes nous informent plus que les promoteurs eux-mêmes. Ce sont les journalistes qui viennent nous dire, on n'a pas payé par exemple, nous ne sommes pas déclarés à l'OBSS, il y a ci, il y a ça. Il faut en profiter pour faire ci et ça. La HAC est aussi là pour protéger les confrères. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas que c'est le cas de Soleil FM, mais je dis pour toute convention, à un moment donné, il faut marquer une pause. Voir ce qui n'a pas marché, trouver les solutions pour que ça marche. C'est ça la réalité. Mais c'était en votre... Maintenant, oui. Par rapport à votre préoccupation déontologique sur les femmes, je dis, chaque organe est libre de choisir sa ligne éditoriale. C'est ça. Sur les femmes a choisi sa ligne éditoriale. Certes. C'est ça. Mais, il y a des choses, comme nous sommes ici, je ne veux pas mettre le couteau dans la plaie. Parce que, en fait, une ligne éditoriale suppose des dispositions à prendre aussi. Absolument. Pour être professionnel. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas professionnels. En tout cas, pour mon passage à la HAC, je les ai reçus. Une ou deux fois en commission, par rapport à des dérives. Mais c'est ni vu ni connu. Nous avons échangé. Et de façon pédagogique aussi. Puisque je les ai rassurés par rapport à certaines choses. Et j'ai dit non, c'est pas ça la profession aussi. Mais nous avons échangé. En tout cas, moi je n'en ai pas parlé. Du tout. Ce qui veut dire qu'il y a des dérives constantes. Non, je ne dis pas qu'il y a des dérives constantes. Dans tout organe, il y a des dérives. Dans
tout organe de presse, il y a des dérives, ça arrive. Quel que soit le degré de vigilance, il arrive des moments où vraiment vous vous trompez. Et quand ça arrive, il faut avoir l'humilité au moins de le corriger. C'est aussi professionnel. Le droit de réponse est professionnel. Les excuses, c'est aussi professionnel. Parce que quand ça ne se passe pas comme ça, on a l'impression que parce que c'est le journaliste qui l'a dit, c'est vrai et que c'est parole d'évangile. Non, c'est pas le cas. Le journaliste est un être humain aussi. Il peut être induit en erreur. Il peut être induit en erreur. Si des médecins se trompent, des chirurgiens se trompent et tuent des malades, voyez, malgré toutes les précautions qu'ils prennent, ce n'est pas le journaliste qui ne va pas se tromper. Donc, aucun organe, sur le plan déontologique, ne dira qu'il est parfait. Il y a toujours des moments de dérive et nous échangeons amicalement, pédagogiquement, parce que cela nous permet, nous aussi, de gagner en expérience et cela permet aussi aux confrères de comprendre que la profession n'est pas aussi facile que ça. Et donc, vous l'avez évoqué, il faut qu'à un moment donné marquer une pause, revoir les clauses de la Convention. Mais la Convention de Soleil FM, celle qu'elle a signée, c'était, en tout cas, au cours de votre mandature. Vous aviez certainement eu connaissance du contenu de cette convention. Alors, qu'est-ce qu'il faudra ajouter aujourd'hui, ou bien qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que là, la question reste posée. Mais pourquoi cette fermeture? Oui, convention venue à terme, il faut signer. Mais... Oui, c'est facile de dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas rester dans un bureau et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut d'abord que les conseils, vous voyez, c'est ça au fait, le travail à la HAC. La commission technique fera un travail. Mais ce travail sera soumis à la plénière des conseillers. Il faut que les conseillers l'examinent. Et que le conseiller chargé des questions juridiques fasse un rapport, dise ce qui n'a pas marché au cours de l'application de la première convention. Très bien. Il faut que le conseiller chargé des questions déontologiques fasse un rapport, dise ce qui n'a pas marché. Il faut que le conseiller chargé des questions techniques, parce que la radio, c'est aussi un équipement. Absolument. Fasse un rapport, dise ce qui ne va pas, pour que tout cela mis ensemble forme un bloc et qu'on tire les conclusions qui s'imposent. Cela est arrivé plusieurs fois. Par ailleurs, on a dit, par rapport à Soleil FM, pourquoi on exige le promoteur, en fait, le premier responsable d'un organe, celui qui a signé la première convention, ça l'engage pour toujours. Ça l'engage pour toujours. C'est comme ça se passe. Ça se passe, c'est ça, c'est un tu. C'est ça, c'est un tu. Il peut arriver qu'il délègue, qu'il fasse une procuration, délègue ses pouvoirs. Oui, mais dans ce cas, quel pouvoir nous avons délégué? Un directeur de publication ou la presse écrite. On envoie un rédacteur en chef remplacer le directeur de la presse. Si c'est pour des questions déontologiques, c'est acceptable. Mais quand il y a d'autres préoccupations qui sont liées, par exemple, à la vie des journalistes, qui sont liées à l'équipement technique, il faut le promoteur. Il faut le promoteur. Et ce sont ces aspects-là que j'ai l'impression que nous perdons de vue. Moi, personnellement, je suis pour que nos confrères qui sont là retrouvent vite leur travail. Parce que c'est des familles. Mais de façon globale, tel que le débat est mené, je me dis, si vraiment les gens sont en train de les aider à atteindre ce but, parce que la HAC a tellement de pouvoir, notre HAC a tellement de pouvoir qu'elle n'exerce même pas la moitié. Ah oui? Oui, elle n'exerce pas la moitié. Vous pensez? Elle décide de retirer. Oui. Elle va retirer. Comme depuis 5 ans, elle a retiré la fréquence à un promoteur. Et le mobilier est là, l'équipement est là. Elle n'a jamais donné. En tout cas, nous n'avons pas donné. Peut-être que ceux-ci vont donner les jours à venir. C'est ça la HAC. Avant notre départ, mais le gouvernement a mis des fréquences à notre disposition. Nous avons lancé un appel à candidature. Et les dossiers sont là. Nous avons commencé l'étude. Mais
à cause de la proximité des élections législatives, nous avons décidé d'arrêter. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus une priorité pour nous. Il vaut mieux préparer correctement les élections législatives. Les dossiers sont là. Le gouvernement ne peut rien dire. Il a déjà mis les fréquences à notre disposition. C'est à nous de les gérer. Non. Ce que nous avons, les fréquences sont là. L'actuelle mandature, si elle veut, dans 2 semaines, peut commencer par étudier ces dossiers-là. Mais le gouvernement ne peut pas leur intimer l'ordre de le faire. Parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il les a déjà mises à notre disposition, à la disposition de la HAC. Le reste, c'est la HAC et rien que la HAC. Sinon, le gouvernement a pu au moins nous interpeller à un moment donné pour dire, mais la fréquence que j'ai donnée pour Porto Novo, depuis 5 ans, 6 ans, j'ai appris que vous l'avez attribuée et que vous l'avez encore retirée. Le gouvernement ne peut pas. C'est nous. Parce que la loi organique est claire. Nous sommes totalement indépendants. La HAC est totalement indépendante par rapport aux actes qu'elle pose. Si quelqu'un n'est pas d'accord, se réfère à la chambre administrative de la Cour suprême ou peut-être actuellement il y a des chambres administratives au niveau de nos juridictions là, à Cotonou, au tribunal, un peu partout. Mais c'est ça. Moi je pense, personnellement, par rapport à Soleil FM, qu'il faut réfléchir pour voir les actes posés, afin que nos confrères puissent reprendre le travail. Tel que c'est des flèches à l'endroit de la HAC, tel que c'est des flèches à l'endroit des conseillers, alors que nous avons même des confrères dedans. Aucun de nous n'a voulu savoir quelles sont les démarches qu'ils sont en train de mener pour qu'il y ait dénouement. C'est la HAC, c'est la RACH, c'est ci, c'est ça. Ça ne règle pas le problème. Du tout. C'est au contraire, ça va braquer les positions. Et on va continuer. Et donc, il y a espoir, il y a raison pour les collègues, en tout cas pour l'ensemble de Soleil FM, d'espérer d'ici quelques jours, quelques semaines, le renouvellement de cette convention pour qu'ils retrouvent leur emploi. Je ne veux pas être affirmatif, parce que je ne suis pas à la HAC aujourd'hui. Moi-même, compte tenu des interpellations, des coups de fil que je reçois, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je me rapproche au moins. Puisque je connais des collègues, nous avons des confrères là, Franck Pochemer, Ahmad Oussou, pour savoir ce qui s'est réellement passé. S'il le faut, allez même voir le président pour savoir. Mais je n'ai pas encore fait cette démarche. Je n'ai pas encore fait cette démarche-là. Mais je dis, une porte n'est jamais totalement fermée. Mais la fréquence de Porto Novo dont je parle, si le promoteur fait bien le management, pourquoi pas? La HAC peut lui attribuer ça. C'est ça. Mais pensez que du coup, on ne doit pas, la HAC ne peut pas poser un tel acte. Je dis c'est une erreur. Tous ceux qui sont allés dans cette logique de bras de fer là, ont perdu. Ils ont perdu le combat. Parce que rien n'oblige la HAC. Parfois, certains estiment que la HAC va un peu trop de main forte, où l'un de l'autre côté a les oreilles d'un côté qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent des instructions venues d'ailleurs, ou de plus haut, si vous le permettez, parce que vous y étiez resté. Est-ce que vous recevez des instructions au sommet de l'État? En fait, à quoi ça sert de dire oui, non, on reçoit des instructions? Ça ne sert à rien. Du moment où la personne a une idée arrêtée, c'est difficile de lui enlever ça de la tête. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. À la HAC, moi, j'étais président de la CCP, de la commission cadre de presse, éthique et déontologie. Mais vous avez vu le premier journal, 3 mois après notre installation, le premier journal qu'on a fermé, c'est mon journal. Ah oui? Oui, c'est le matinal. Moi, je suis actionnaire, je suis membre du matinal. Et pourquoi et pourtant, vous étiez là. C'est pour vous montrer la puissance de la HAC. C'est pour vous montrer la puissance de la HAC. Mais on a fermé. Qu'on le veuille ou non. On a fermé. On a fermé, oui ou non. C'est une réalité. Et quel était mes sentiments importaient peu en ce moment, puisque le fait est déjà là, accompli. Mes sentiments importent peu. C'est le fait qu'il est là, fermé, terminé. Il a fallu du temps, et c'est ce que je dis.
il a fallu un management, lobbying du PDG d'alors, le matériel achat Topor, pour que finalement la situation puisse trouver un dénouement. Imaginez-vous qu'en ce moment-là, il aille dans un bras de fer par rapport à l'incision. On ne peut ne pas lever la sanction. On a vu des organes fermés pendant 2 ans, pendant 3 ans. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je vous dis, la Hague, quand on prend l'ordre, vous prenez la Constitution, c'est la dernière des institutions, mais c'est une institution très forte. C'est une institution très forte. J'ai dit à certains que par rapport à Soleil FM, ce n'est pas encore la bonne voie, que cette voie-là va aboutir à un cul de sac si les responsables de cet organe-là vont dans le bras de fer, vont dans les critiques. Ça ne va pas prospérer. Et de façon concrète, si on vous demandait de conseiller, de donner quelques conseils, puisque vous étiez conseiller à la Hague, si on vous demandait de donner des conseils, sinon quelques conseils aux responsables du Soleil FM pour que le calme revienne, pour que cette convention soit signée, que leur diriez-vous? Je pense que il ne faut pas qu'ils suivent ceux qui s'en prennent à la Hague. C'est fondamental. Il ne faut pas qu'ils suivent non plus les partis politiques. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur avenir qui est en jeu. C'est leur carrière qui est en jeu. Et ils ne sont pas seuls. Quand nous prenons chacun d'eux, nous voyons une famille derrière. Une épouse, un époux, des enfants. Si nous nous inscrivons dans la bonne logique. C'est ça la réalité. Au début, c'est comme ça. Mais avec le temps, ça commence pas à s'effriter. Et ils se retrouvent seuls. Il faut que ce problème-là, ils puissent le gérer autrement. Parce que la Hague est libre de dire, je ne vous reconnais pas. Je reconnais celui qui a posé sa signature au bas du document. Vrai ou faux? Oui, je ne reconnais que le promoteur. À un moment donné, nous l'avions exigé. Et il y a des promoteurs qui étaient... Il y a une radio à Gonlé, à Covert. Il y a une radio quelque part là-bas. Bien sûr. Le promoteur était en France. Il a dû prendre un vol pour venir. Sinon, on allait fermer. Juste pour... On allait fermer. Parce qu'après évaluation, on avait besoin du promoteur. Celui dont l'engagement est crédible, c'est le promoteur. À tout moment, nous pouvons l'interpeller. C'est ça. Oui. Les subtilités de ces dossiers de convention avec la Hague. Vous apposez votre signature, quelque part, c'est vous. Aujourd'hui, quand on prend ETélé, c'est qui le promoteur? C'est lui. Celui qui a signé la convention, c'est lui. S'il y a un problème, il peut envoyer votre PDG, il peut envoyer n'importe qui. La Hague est libre de dire, je ne reconnais pas. Celui-là. Oui, oui, oui. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions qui sont prévues par rapport à ça? Je reviens un peu sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions qui sont prévues au niveau de la Hague pour qu'il y ait... pour qu'on délègue le pouvoir, pour que le promoteur délègue le pouvoir, oui. Fait des dérogations en tout cas, pour que, en cas d'absence, qu'il y ait quelqu'un d'autre pour signer la convention. C'est une question de négociation, c'est ce que vous dites. C'est une question de négociation. Mais si ce n'est pas écrit, quand on sait négocier, ça se passe bien. Mais clamer, il faut que ça doit se passer comme ça et qu'on a une procuration. La Hague peut ne pas accepter la procuration. La Hague peut ne pas accepter la procuration. C'est ça aussi. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et mon souhait le plus ardent, c'est que nos confrères puissent reprendre leur travail. Très bien. Mais à cette allure, j'ai quelques inquiétudes. Parce que ce n'est pas la bonne piste. Oui, la critique, les injures, c'est trop facile. Vous, peut-être, à la place du président ou bien de la Hague ou d'un conseiller,
je suis sûr que vous aurez un peu de réserve par rapport à ces genres de comportement. C'est ça la réalité à l'arabe. C'est l'arabe qui a donné la fréquence au Oui, c'est bel et bien l'arabe qui a donné la fréquence. Vous pouvez lui donner le droit de reprendre sa fréquence. Si c'est le cas, depuis 2014, l'autre promoteur aurait assigné l'arabe aussi. Donc, c'est une question de négociation. C'est dommage que pour ces questions, on ne voit que la main invisible du gouvernement. Non. Les fréquences, désormais, c'est l'arabe. Et toute solution de cette nature-là, il faut s'adresser à l'arabe. Si les conseillers se réunissent, il arrive des moments où les conseillers se réunissent seuls, sans le secrétaire général, et échangent. Oui. Le président de l'arabe que tout le monde accuse maintenant, à des moments donnés, c'est lui peut-être le premier qui demande à ses collègues de faire en sorte que l'organe reprenne vie. Quand on évolue à ce niveau, il y a des choses qu'on comprend aisément. Très bien. Conseiller Richard Maïndé, voilà. Alors, nous allons, c'est vrai, comme vous l'avez dit, nos collègues, les responsables, les promoteurs du Soleil FM sont à l'écoute, ils vous suivent, ils sauront, peut-être, ils vont se rapprocher de vous certainement pour avoir d'autres conseils. C'est sûr que des conseils ne pourront pas être dits ici en direct sur le plateau. Vous aurez, puisque vous êtes conseiller, vous savez, vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire et vous savez qu'il faut de la manière et la bonne procédure, la bonne piste, vous allez certainement la leur donner. Alors, conseiller Richard Maïndé, vous savez, l'arabe d'aujourd'hui, vous y étiez resté, il y a une nouvelle mandature qui est là. Comment voyez-vous l'avenir de cette structure? L'avenir de l'arabe. Et de plus en plus, je reste convaincu de ce que il nous faut une institution de cette nature-là. Et je suis professionnel des médias. J'appartiens aussi à la catégorie des gens qui souhaitent qu'un jour, nous ayons à la tête de l'institution un professionnel des médias. Nous avons assez de ressources humaines aujourd'hui pour peut-être faire une autre expérience. J'ai cité des noms tout à l'heure ici. Je le pense. Mais au même moment, les tests sont ce qu'ils sont. Et on est obligé de les appliquer. C'est ça la réalité. L'arabe joue son rôle, qu'on le veuille ou non. Et c'est parce qu'à un moment donné, l'institution est obligée de porter le manteau de gendarme, qu'elle est mal vue. On pense qu'elle est liberticide, elle est contre la liberté de presse. Mais là également, il y a une erreur que nous commettons. L'arabe a deux missions. La protection de la liberté de presse et le respect de la déontologie. Souvent, nous avons tendance à prendre le volet protection de la liberté de presse et à oublier carrément qu'avec le respect de la déontologie, les deux vont de pair. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Oui, parce que, imaginez-vous, sur vos antennes, vous dites des choses inadmissibles sur quelqu'un et son enfant depuis la France vous suit. Commence pas à l'appeler, commence pas à le harceler. Ce citoyen-là, il n'a pas de droit à préserver. Il porte plainte à l'arabe. Il n'a pas de droit à préserver. Il a au moins son honneur à laver. Il a son honneur, non? Voilà, donc c'est ça. Donc, il n'y a pas de protection de liberté sans exigence du respect de la déontologie. Les deux vont de pair. Et quand vous prenez la Constitution, le journaliste n'a pas plus de droits que les citoyens ordinaires que nous voyons qui balaient les rues. Le journaliste n'a pas plus de droits dans notre Constitution que les citoyens, les techniciens de surface, celui qui vient, qui essuie les carreaux. Nous n'avons pas plus de droits que lui. Au contraire, nous avons plus de devoirs. Compte tenu de notre profession, c'est ça la réalité. Nous sommes en costume, en cravate, mais nous avons les mêmes droits du point de vue de notre constitution. Nous avons les mêmes droits que les citoyens ordinaires. Par conséquent,
chaque fois que nous voulons évoluer dans une profession, nous devons allier les deux. Et c'est propre à toutes les professions. La déontologie va de pair avec la liberté. Alors, justement, concernant la responsabilité, vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, même des collègues journalistes se réfèrent tout simplement aux réseaux sociaux et diffusent des informations, balancent des informations, intoxiquent et diffament un peu partout. L'avènement des réseaux sociaux doit-il servir à cela, monsieur le conseiller Maïndé? Qu'est-ce que cela devrait être? Réseaux sociaux, maniement des réseaux sociaux, je veux dire. Oui, c'est vrai. Vous savez, personnellement, c'est seulement 2 fois que je me suis occupé des articles sur WhatsApp parce que j'ai jugé ça suffisamment grave. Pour moi, tout ce qui passe sur WhatsApp n'est pas de l'information. Oui, vous avez votre téléphone portable, vous descendez tout de suite là, et vous voyez peut-être, il y a eu un accident, des corps par terre, vraiment. Vous pouvez prendre votre téléphone, prendre l'image et balancer ça. Vous dites que ça vient tout de suite de se passer à tel endroit. Mais un journaliste ne fera jamais la même chose. Un journaliste ne fera jamais. D'abord, il va se renseigner, il va faire ce que nous appelons la collecte. Dans quelles circonstances l'accident s'est produit, et le chauffeur, est-ce qu'il était saoulé, et les victimes, quand il prendra tous ces renseignements-là. Et maintenant, une fois à la rédaction, il va les traiter. Il va d'abord traiter l'information. Est-ce que sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, ça se passe comme ça? Je ne crois pas. C'est pourquoi pour moi, il ne s'agit pas d'information. Pour la plupart, non. Je les prends toujours avec réserve. Et quand vous prenez un journal, ou vous captez une radio qui relaie les mêmes informations qu'on voit sur WhatsApp, je dis là, il vaut mieux fermer. Parce que ce n'est plus du journalisme. Le journalisme obéit à des règles. Que n'importe tout citoyen qui descend peut utiliser son téléphone, prendre des images, dire des choses qui n'existent pas. La preuve, pour des événements qui s'étaient produits il y a peut-être 15-20 ans, on ramène ça comme si c'est un fait récent et on dénature ça. Le journaliste ne peut pas le faire. Il va en répondre. Il va en répondre, nécessairement. Dès que j'ai des plaintes qui concernent des comportements du genre, moi, je demande au président de saisir le procureur. Parce que, oui, je ne veux pas échanger. Il y a souvent des autorités même qui sont diffamées, des informations. Oui, j'ai dit de saisir le procureur parce que moi, je ne veux pas parler de déontologie avec quelqu'un qui n'est pas de la profession. Vous êtes d'accord avec moi? Je serais perdu. Donc, déontologie, j'en parle avec celui que je reconnais comme étant de la profession. Et là, ce n'est pas que je connais, mais de nos échanges, moi-même, je peux apprendre. Je veux apprendre aussi. J'ai besoin d'apprendre. Puis je ne finis jamais d'apprendre. Mais je prends un quidam qui est à la quête de popularité, qui balance des informations, me dit, tu vois, non, moi je ne sais pas ça. C'est clair dans ma tête qu'il n'est pas dans mon réseau, il n'est pas dans mon champ d'action. Je ne m'occupe pas de lui. Ok. Président Maïndé, il y a également les collègues qui en tout cas, ne sont pas trop contents parce que depuis, même avant votre arrivée, avant votre départ, il y avait le problème de délivrance des cartes de presse. Ce problème est resté là, des collègues ont déposé le dossier, les cartes de presse ne sont pas délivrées, autant de problèmes, on en est là jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé et où se situe le problème? Non, rien ne s'est passé. Et ça, je porte une petite part de responsabilité par rapport à ce dossier. Parce que, au fait, c'est toujours pour la transparence dans la gestion des faits, des fonds, que nous en sommes arrivés là. Autrefois, la procédure était simple. Vous postulez, vous allez voir le directeur des affaires financières et vous payez 5 000 francs
pour l'impression de la carte, il vous délivre un reçu. Les fonds restent à son niveau. Et dès qu'on finit l'étude des dossiers et que la liste est prête, alors l'imprimeur vient chercher, il le paye. Mais à un moment donné, pour plus de transparence, même au niveau des institutions, le gouvernement a demandé qu'on ne fasse plus de recettes. Donc nous avons demandé aux confrères d'aller payer les 5 000 francs dans un compte ouvert au Trésor. Donc c'est au Trésor public qu'ils sont allés payer. Pour que l'argent sorte du Trésor, ce n'est pas chose facile non plus. Et ce qui rentre dans la caisse de l'État ne sort plus en intégralité. Ça, c'est un autre aspect, ça. Je pense que l'actuel mandature est en train de faire les diligences pour que le Trésor public puisse leur décaisser ces fonds-là pour l'impression des cartes. Parce que, au fait, même si le Trésor décide de décaisser, et que ce n'est pas la totalité qui est décaissée, on aura des problèmes pour imprimer les cartes. Donc voilà, au fait, ce qui s'est passé. Sinon, j'aurais pu faire imprimer ces cartes-là avant de partir. Mais ce sera chose faite. J'ai même appris que l'actuel mandature est en train de faire toutes les diligences pour que les professionnels aient ces cartes. Nous en avons besoin. N'est-ce pas? Alors, qu'en est-il des Web TV aujourd'hui? Parce que c'était d'ailleurs en votre temps que il y a eu cette floraison de télévision en ligne et on en a suffisamment aujourd'hui, ça n'est presque tous les jours. Et vous aviez entamé des démarches pour assainir le milieu, mais de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Parce que c'est quand même important. Oui, la loi prévoit aussi des dispositions dans ce sens. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on a constaté des web TV un peu partout, à floraison, on présente le journal télévisé. On s'est dit, ben, il faut pouvoir mettre un peu d'ordre à ce niveau-là. Et nous avons rappelé à tous ceux qui étaient concernés d'arrêter le temps que la HAC étudie leur dossier et leur donne une autorisation. Oui, parce que des gens peuvent porter plainte comme des Web TV aussi. Des gens peuvent porter plainte au niveau de la HAC, comme au niveau de l'ODEM. Mais est-ce qu'au sein de la HAC, dans les tests de la HAC, la loi organique de la HAC, c'est prévu, il y a des dispositions sont prévues pour la gestion de ces chaînes de télévision en ligne? Oui, actuellement, il y a une direction qui s'en occupe. Parce que ça fait partie des nouveaux médias, voilà, des réalités du jour. Oui, je crois qu'il y a une direction qui s'en occupe maintenant. Et la commission, CCPED aussi est obligée, par rapport au contenu de ces émissions-là, de faire des fiches au président. D'accord. Oui, est obligé. Ce qui est sûr dans ce cas, ou ceux qui n'ont pas l'autorisation et qui s'entêtent à le faire, dès qu'ils violent les règles et qu'il y a une plainte, la HAC va saisir le procureur. Et ils vont répondre directement. C'est ça, au fait. Il vaut mieux faire en sorte que la HAC les autorise. Dès que la HAC les autorise, au moins, ils ont un acte juridique qui atteste de leur existence. Et à partir de ce moment, on peut leur délivrer même une carte de presse dans ce cadre-là. Sinon, à l'étape actuelle, la HAC ne peut pas délivrer de carte de presse à un organe que l'institution ne reconnaît pas. Moi, j'ai refusé de délivrer des cartes de presse à beaucoup de radios, à beaucoup de chaînes de télévision qui n'ont pas de convention avec la HAC. Oui, parce que le fait, c'est que de façon tacite, je reconnais leur existence. Or, simple conseil, seul, je ne peux pas reconnaître leur existence. Il faut que ce soit le collège des conseils. Vous voyez les subtilités. Bien sûr. Voilà, donc voilà la réalité d'aujourd'hui. L'autre question, il y a l'audition publique au niveau de la HAC. C'est vrai que ça datait du temps du feu président Clément Ruenonté. Et aujourd'hui, ça continue avec beaucoup de vigilance. Alors, dites-nous comment est-ce que vous avez géré votre temps, votre mandature. Comment ça s'est passé et l'audition, c'est devenu un tribunal interne. Oui, vous voyez, personnellement, il faut l'avouer, il y a beaucoup de confrères qui le savent quand même. J'ai essayé
de jouer vraiment la confraternité par rapport aux séances d'audition publique. Parce qu'on peut compter combien de fois nous avons reçu en audition publique. C'est les cas vraiment graves et désespérés que j'ai fini par envoyer en audition publique. Sinon, pour la plupart du temps, il n'y a pas... Chaque semaine, je reçois au moins 5 à 9 confrères. Rien que pour des plaintes. C'est une audition, mais là c'est en commission. Et qui sont restés sans suite. Parce que dès que nous nous entendons et que le confrère prend l'engagement de corriger, moi je me dis, c'est la pédagogie. Ça s'arrête là. Mais à des moments donnés, je suis obligé d'aller à l'audition publique pour sauver des confrères. Parce que dans ce cas, quand je le fais, j'ai de l'autre côté au moins la garantie qu'on n'ira plus au tribunal. Quelle est la puissance financière des organes de presse aujourd'hui pour payer 5 millions, 6 millions d'amende entre nous? Il n'y en a pas. Les organes n'ont pas ces moyens-là. Donc dès que nous nous entendons, le premier responsable de l'organe, et qu'il est prêt à ce qu'on aille dans cette direction, moi, quel que soit ce que ça peut entraîner comme humiliation, je le fais. Je le fais. Pas pour lui, mais pour la profession. C'est comme ça que j'ai évolué, pour qu'il y ait moins d'auditions publiques. Les cas que vous avez eus, c'est les cas où on n'a pas pu vraiment trouver un terrain d'entente, s'entendre en commission. Mais que la commission a jugé grave, il arrive des moments où je fais sortir même de mon bureau tous les membres de la commission. Ce qui ne se fait pas. Et je reste seul avec les confrères. Comment vous avez pu faire ça? C'est régulier, et ils le savent, seul. Après, je rappelle les membres de la commission, je dis, bon, ok, moi, mais je vais faire le rapport. Je ne fais pas de rapport. Toujours pour protéger les vôtres. Je le fais fréquemment, régulièrement. Et c'est parce que c'est un confrère qui est là. J'en suis certain. J'en suis certain. Parce que je prends conseil aussi auprès d'autres confrères, de gens qui m'ont précédé, et même d'aînés, par rapport à des situations. Je démarche même des années pour aller voir le président de la HAC et échanger avec lui face à des situations graves. Oui. Je dis la plupart des organes, en tout cas, presque tous les organes ont pris par là. Quand ils étaient... Très bien. Alors, conseiller Marie-Richard Maïndé, si l'occasion vous est donnée aujourd'hui d'opérer des réformes au niveau de la RAC, dans son ensemble, dans son fonctionnement, que feriez-vous? Quels sont les points essentiels que vous allez attaquer dès les premiers instants? Non, je pense que il y a un point pour moi, il y a un point qui m'avait posé problème, c'était la possibilité donnée au seul président de la RAC de prendre des mesures conservatoires. C'est-à-dire, sur 9, seul, il peut se replier dans son bureau et dire je suspends. J'avais trouvé cela trop fort. J'avais trouvé cela trop fort. Mais à un moment donné, face à certaines situations de tension dans le pays, où certains organes se permettaient de faire des retransmissions en direct, où il n'y avait pas possibilité de réunir tous les conseillers. Nous avons compris la pertinence aussi de cette mesure. Il faut une mesure, c'est une mesure qu'il ne faut pas utiliser à tout vent. Oui, je suis sûr que le chef de l'État qui est là doit avoir des mesures discrétionnaires. C'est propre à tous les pays. Ou à un moment donné, quand c'est lui, ça veut dire qu'il le faut pour éviter le pire. Je pense que ce n'est pas propre à la HAC, c'est à tous les pays. Mais pour ce qui est des réformes, il faut quand même que, à un moment donné, les professionnels des médias, dans leur globalité, se réunissent aussi pour réfléchir par rapport à l'institution. Parce que c'est avant tout l'institution. Quand vous prenez toutes les commissions de la HAC, mais la plupart des commissions, il
Il y a des professeurs des médias dedans. Cadres de presse, ils sont majoritaires. Aide de l'État à la presse privée, les professeurs des médias sont majoritaires dans cette commission. Donc, c'est ça la réalité. Est-ce que nous sommes satisfaits de la manière dont les choses se passent? Si nous ne sommes pas satisfaits, qu'est-ce qu'on peut corriger? Nous pouvons le faire et transmettre ça à l'exécutif ou transmettre ça à la HAC, voir ensemble comment faire pour que nos voix portent et qu'on révise. C'est d'abord nous-mêmes qui devions prendre cette initiative-là. Alors, oui. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Très bien. Alors, l'autre question qui taraude dans la tête des collègues, c'est aussi la gestion, surtout des patrons d'entreprise, la gestion de l'aide de l'État à la presse. Que diriez-vous? Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'à un moment donné, on a constaté que ça n'existe presque plus. Ou qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Non, l'aide existe. Je certifie que l'aide existe. À un moment donné, sous notre mandature, même au début, oui, nous avions dit à notre président que nous ne souhaitons pas gérer l'aide de l'État. Pourquoi? Qu'il faut laisser les professeurs des médias gérer leur aide. Il faut plutôt les amener à créer un fonds où eux-mêmes vont gérer leur aide. Parce que vous savez, l'argent est un bon serviteur, mais l'argent aussi est un grand diable. Là où il y a argent, il y a toujours problème. Il vaut mieux que la HAC se consacre à autre chose que de perdre son temps à distribuer de l'argent à des organes. C'est une opération qui comporte trop de risques. N'oubliez pas qu'il y a certains de nos confrères qu'on a pris pour des diables à cause de l'aide de l'État à la presse privée. On a pensé qu'ils ont détourné l'argent. Même nous-mêmes, à un moment donné, j'ai lu sur plusieurs réseaux, Adam Bonitessi a détourné l'aide de l'État à la presse privée parce qu'on a dit, on ne va pas distribuer. En tout cas, avant notre départ, nous avions 1,50 milliard dans notre compte. 1,50 milliard pour la presse. Au titre de l'aide de l'État à la presse privée. Nous avons posé un acte qui doit être salutaire pour la profession, mais qui est aussi passé inaperçu. Ah oui. Nous avons pris une décision qui crée maintenant le fonds. La HAC ne gère plus l'aide, c'est le fonds qui va gérer. Et c'est les professeurs des médias qui sont majoritairement dedans. En ce temps, on leur a demandé de nous envoyer les noms des membres qui vont siéger au sein de ce fonds-là. L'ODEM avait envoyé le nom de son président, l'UPMB avait envoyé le nom de son président, le CRPA aussi avait envoyé, je crois, le nom de son président. Donc, cette structure-là existe et doit désormais gérer le fonds. Laisser les professeurs des médias gérer le fonds. Si c'est mal géré, on tirera les conclusions qui se posent. Comme les travailleurs ont géré leur fonds, on construit leur bâtiment que nous connaissons, la boue du travail, imposant, très beau, c'est ça. Donc, l'argent est là, l'aide est là. Peut-être que 350 millions se sont rajoutés à ce que j'ai dit là. En tout cas, jusqu'à leur départ, il y avait 1,50 milliard. 1,50 milliard, peut-être qu'il serait déjà à 1,4 milliard 400 millions. Mais est-ce que vous avez l'information que ce fonds a été, en tout cas, tourne aujourd'hui pour que, parce que, en tout cas, quoi qu'on dise, les patrons d'entreprise, les journalistes, l'un de ce côté, ils ont un regard, en tout cas, sur cette aide, parce que, tout comme vous, d'autres savent qu'il y a autant d'argent là. Oui, je ne m'occupe plus de ça. Je pense que ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai fini. C'est le problème de nos associations fêtières. Je veux parler du CNPA, je veux parler de l'UPMB, et je veux parler peut-être de la Maison des médias, mais prioritairement du CNPA et de l'UPMB. C'est leur préoccupation, c'est leur problème. Et je pense que certainement que ces structures sont là et sont en train d'y réfléchir. Je le pense sincèrement. L'argent est là, ça nous appartient. Donc il n'y a pas d'inquiétude dans ce sujet. La HAC, aucune HAC n'a dépensé l'aide de l'État. En tout cas, pas la nôtre. Très bien. Parce que je sache.
Concernant une idée, nous tendons tout nouvel à la fin de cette émission. Je voudrais aussi vous laisser l'opportunité de dire à tous ceux qui nous suivent, de ses collègues et aussi à nos téléspectateurs, des conseils que vous pouvez prodiguer à tous ceux-là qui sont dans le métier, parce qu'il s'agit de la responsabilité de tout et chacun dans la livraison de ces masses d'informations qui passent d'abord dans la presse écrite, dans l'audiovisuel, etc. Non, je pense que si la première chose que j'aurais à dire, il faut que nous fassions l'effort au moins de lire les tests qui régissent notre profession. Je dis les tests, code de déontologie, code de l'information et de la communication, le code sur le numérique, c'est fondamental. Dès qu'on ne lit pas ces tests, je ne pense pas qu'on soit en mesure de faire un travail professionnel. C'est important. Deuxième chose, à un moment donné, nous avons œuvré pour qu'on aille à la spécialisation. J'ai l'impression que jusqu'à présent, ça ne prend pas. Qu'est-ce que vous voulez dire de façon concrète? Oui, il faut que les journalistes se spécialisent. En Europe, quand vous captez France 24, vous captez CNews, dès qu'il y a un problème qui se pose, c'est un problème de... Rapidement, vous avez un journaliste spécialiste dans ce domaine-là. Sur le plateau en même temps, on l'appelle, c'est lui, et il fait des analyses. Vous-même, vous êtes satisfait. Pourquoi ailleurs et pas dans mon pays? Il faut qu'on aille dans cette direction. La troisième chose, il faut que nous ayons des journalistes d'investigation. Cette forme de journalisme que nous avons aujourd'hui là n'est pas digne de notre pays. Oui. Il faut que nos jeunes confrères comprennent qu'il faut aller à la source de toute information. Et il n'y a pas d'information qui puisse échapper à un journaliste. Si le journaliste veut avoir l'information, il se donne les moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle pas d'argent, excusez-moi. Il se donne les moyens pour avoir cette information-là. C'est ça que nous voulons pour notre presse. Nous avons déjà la quantité. Il faut que nous œuvrons pour la qualité. Parce que quand on a la qualité, on jouit vraiment de cette profession-là. J'ai des confrères, nous avons des confrères qui, rien que pour des consultations, sont à l'aise. Et pour cela, ils refusent d'aller travailler dans des organes. J'ai sollicité un confrère pour travailler dans un organe. Et il est parti négocier. On lui a fait la proposition. La proposition de prix 700 000 francs le mois. Il a refusé. Il est revenu me voir. Il dit, écoute, conseiller, voilà. Quand j'ai fait une communication, j'ai dit à 5 millions. Quand j'arrive à faire 3, 4 l'année là, je suis bien. Si je vais dans cette relation-là, c'est pour rentrer la nuit. Aller tôt, revenir la nuit, avec tout ce que ça comporte comme stress. Oui, donc honnêtement, j'ai l'impression que nous nous contentons souvent du peu. C'est-à-dire, aller, et c'est ça qui fait que nous sommes dans les rumeurs. La dernière chose, c'est par rapport à nos confrères de Soleil FM. Je vous le dis, je n'ai que des amis là-bas, Vigile Arissou, Jérôme Kassa, on est tout ensemble. Je veux qu'ils retiennent. C'est la RAC qui a donné la fréquence. La RAC peut retirer une fréquence. Tout ce qui est dit, discours, tout ça là, ça ne permet pas d'avancer. Je les connais suffisamment armés. Je les connais capables de mener les négociations qu'il faut pour pouvoir retrouver leur travail. Je le souhaite vivement pour eux. Voilà ce que j'ai à dire. Et à vos collègues à la mandature actuelle de la RAC? Je pense que c'est des gens bien outillés, au moins pour les confrères qui sont là, et la vice-présidente, Armand, Franck Poitier, vous savez que c'est des gens à qui vraiment je n'ai rien à apprendre. Et ils sont en train de faire leur première expérience. Les confrères vont les attaquer, les confrères vont dire beaucoup de choses sur eux, les confrères vont les prendre pour des vendus. Mais c'est le service de la République, c'est le service de la nation qu'ils ont choisi, qui les oblige
à encaisser ces coups. Je suis sûr que leur cœur bat pour la profession, je suis sûr que leur cœur bat pour Soleil FM, mais c'est ça les réalités de la mission du conseiller. Une dernière question pour vous taquiner un tout petit peu. Paraît-il qu'il fait vraiment bon vivre à La Hague? Bon vivre, bon, moi je saurais le dire, parce que moi j'ai passé un mandat sous stress, oui, ce que peu de gens savent, parce que je suis président d'une commission où il n'y a pas de repos. Les samedis, les dimanches, j'oblige certains membres de la commission à être à La Hague pour suivre les chaînes de télévision. Vous savez que souvent les week-ends, il y a débat. Et c'est la période choisie pour les politiques pour se faire valoir. Donc, nous sommes obligés, de jour comme de nuit, même à la maison, hein, de suivre ces chaînes de télévision, de suivre les radios, de faire le point pour que lundi matin, ils puissent avoir une séance de concertation, voir qu'il y a des rappels qui rentrent. C'est comme ça. Donc, on n'a pas eu de repos. La preuve, un mois avant la fin de la mandature, moi j'ai dû quitter le président pour aller me reposer. Je suis parti. Et depuis là, il fallait décompresser. Oui. J'ai beaucoup voyagé ces temps-ci. Oui, je le dis. Et je n'ai pas fini. Donc c'est ça. Pensez qu'il fait bon vivre là-bas. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour la commission que j'ai gérée, j'ai compris que, au fait, la tâche n'était pas facile. Oui, même télé, à plusieurs reprises, j'ai dit suspendez-moi cette émission-là et reprenez. C'est ça. Si on est sur le qui-vive, tout le temps sur le qui-vive, parce qu'on se dit, ben, voilà. Et de l'intérieur aussi, vous avez des informations qui vous. C'est vraiment contraignant. Je pense que d'ici à 2, 3 ans, vous allez leur poser la question de savoir si vraiment il fait bon vivre là-bas, si on s'y plaît. Maintenant, je suis free. Voilà. Et vous voyagez beaucoup? Je voyage. Pour des consultations à l'international? Ça, je le fais vraiment. Oui, parce que la compétence y est encore, et puis c'est quand même le conseiller, président Marie-Richard Maïndé. Oui, j'échange à l'intérieur comme à l'extérieur sur les questions de déontologie, formation des journalistes. Donc, je le fais régulièrement et je pense que c'est maintenant que je commence à retrouver un peu de l'énergie. Oui. Merci. Oui. C'est qui a l'esprit que la RAC, c'est pour se reposer. Je ne le pense pas. Très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais je suis sûr que des conseillers doivent être au bureau ou des commissions en train de suivre tout ce que nous disons ici. Et c'est comme ça, le travail à la RAC. Merci à vous, conseiller Marie-Richard Maïndé. Nous plaisons à l'appeler également président parce qu'il fut président de l'ODEM. C'est avec vous que nous avons, en tout cas, tenir ces 90 minutes sur cette émission L'Entretien. On a parlé de la liberté de la presse et de la responsabilité. Nous avons pris le cas récent de la suspension, la fermeture de Soleil FM. Nous en avons profité pour parcourir un peu dans son ensemble le secteur des médias au Bénin. Conseiller Maïndé Richard, merci d'être venu, merci de répondre à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Dimanche politique continue, en tout cas le débat continue sur ETélé. Et tout à l'heure, vous aurez le décryptage et puis la grande édition du journal. Restez toujours avec nous.